Mai 1945. Berlin était en flammes. L'air était saturé d'odeurs de poudre brûlée, de briques humides et de morts. Le sergent Alexei Kovalev, 23 ans, de la 130e division de fusiliers, était recroquevillé contre le mur délabré d'un immeuble en ruine de la Uhlandstrasse. Son pistolet PPSH-41, chargeur vide, était en bandoulière. Il avait tiré sa dernière balle 2 heures plus tôt sur un groupe de SS qui tentait de pénétrer dans le bunker. Les mains d'Alexei tremblaient, non pas de peur. Cette peur s'était dissipée depuis longtemps, mais d'épuisement. 4 années de guerre. 4 années où chaque jour pouvait être le dernier. Il avait perdu tous ses amis. Sa section de 30 hommes n'était plus qu'à 5. Le plus jeune, Vitka, originaire des environs de Ryazan, avait été tué par une mine sous ses yeux la veille. Des lambeaux de chair s'étaient écrasés sur le manteau d'Alexei. Il n'avait même pas eu le temps de fermer les yeux. Alexei naquit dans un petit village près de Voronej. Sa famille était pauvre, la terre rare. Son père buvait et sa mère travaillait à la ferme collective jusqu'à l'épuisement. En 1941, lorsque les Allemands approchèrent de Voronej, Alexei, alors âgé de 16 ans, creusa des tranchées sous les bombes. Puis il fut enrôlé dans l'armée. On lui apprit à tirer, à lancer des grenades et à ramper. Son premier vrai combat commença près de Koursk. Là, il tua son premier homme, un mitrailleur allemand. Il n'eut même pas le temps de se retourner. Alexei resta éveillé pendant 3 jours, réveillé chaque nuit par le bruit de la culasse de son fusil planté dans sa tête. Mais la guerre est une école brutale. Il ne comptait plus les minutes pour atteindre Berlin. Il faisait simplement ce qu'il devait faire pour survivre. Berlin est tombé. Hitler est mort. Le drapeau rouge flotte sur le Reichstag. Les rues sont envahies de soldats ivres qui pillent les maisons, violant les femmes et tirent en l'air. Les officiers politiques crient « victoire », parlent d'une vie nouvelle. Mais Alexei avait pressenti la suite. Il le savait. La veille, il était descendu dans la cave d'une maison allemande. Des photos d'une famille allemande y étaient accrochées. Un mari, une femme, 2 enfants, souriants. Aujourd'hui, les propriétaires ont disparu. Ils ont probablement été tués. Ou bien, ils ont fui. Alexei pensa à son village. Là aussi, la guerre avait laissé des traces. Sa mère écrivait que sur 40 maisons, il n'en restait que 27. Les voisins avaient été abattus par les partisans pour avoir aidé les Allemands, ou par les Allemands pour avoir fréquenté les partisans. Qui peut le dire maintenant? L'officier politique de la compagnie, le capitaine Smirnov, rassembla les rescapés de la section près de la fontaine brisée. Le capitaine était de ceux qui adoraient les grands mots. « Camarades, nous avons vaincu l'hydre fasciste. Il est temps de rentrer et de construire le socialisme. » Les soldats restèrent silencieux. « Rentrer? Où ça ?» Alexei regarda ses bottes délabrées. Elles étaient trouées comme des poings. Ses pieds pourrissaient à cause de l'eau et de la boue. Il se souvint des lettres de sa mère. Le kolkhoz réclamait des livraisons de céréales. La famine était pire qu'en 1941. Des détachements de partisans ratissaient les villages, à la recherche d'ennemis du peuple. Un voisin, l'oncle Kolia, avait disparu après la guerre. On disait que c'était un informateur. Alexei connaissait la vérité. L'oncle Kolia cachait des juifs dans la cave. Mais qui s'en souciait? Ce soir-là, les premières purges commencèrent. Le NKVD perquisitionna les maisons à la recherche des derniers SS, des Vlasovites et des individus simplement suspects. Alexei vit son camarade, le sergent-major Petrov, emmené pour avoir été trouvé en possession d'une montre allemande.
Un trophée, dit Petrov. Mais l'officier politique inscrivit « pilleur ». Le lendemain matin, Petrov fut fusillé contre un mur, sans procès. Alexeï comprit. La victoire n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de pire. On murmurait dans l'armée « Staline ne pardonnera pas. Il trouvera toujours quelque chose à punir. » Pour cette douille, dans la neige, près de Stalingrad. Pour avoir survécu, contrairement à son ami. Pour en avoir trop vu. Alexeï ne ferma pas l'œil de la nuit. Assis à la cave, il fumait une makhorka, au tabac allemand. Il pensait à la Sibérie, au camp, à sa mère, qui allait se retrouver seule. En 1943, il avait eu des nouvelles de ceux qui étaient revenus de captivité. Les Allemands étaient des bêtes, mais les leurs étaient pires. Au moins, les Allemands les haïssaient sincèrement. Les leurs, eux, les haïssaient avec un sourire, à grand renfort de discours patriotiques. Alexeï se souvint d'un lieutenant de sa première section. Il avait été encerclé près de Kharkov. Il avait retraversé les lignes de front. 3 jours plus tard, une cour martiale. Il avait été fusillé pour incitation à la panique. Alexeï avait pris sa décision. Ça suffit. Il ne voulait pas pourrir à Vorkuta pour les fautes des autres. L'aube le surprit aux abords de Berlin. La ville était en proie aux flammes. Des camions soviétiques transportaient des prisonniers allemands. Des milliers d'entre eux en haillons, les mains derrière la tête. Alexeï, lui, se dirigeait dans l'autre sens, vers les quartiers ouest, où les Américains résistaient encore. Il ôta sa casquette et glissa l'ordre de l'Étoile rouge dans sa poche. Il passa son pépé sèche en bandoulière et rabattit son pardessus. Il avait l'air d'un partisan ou d'un déserteur. C'en était trop. Son cœur battait la chamade. Un faux pas, une balle dans la nuque. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Des patrouilles américaines l'ont repéré sur le pont, enjambant la Spree. Une jeep avec 2 soldats, mitrailleuse en position de tir. « Halte! Halte !» Alexeï leva les mains. Lentement. En russe, il dit « Je me rends. Prisonnier !» Les Américains échangèrent un regard. Ils l'examinèrent. Ils trouvèrent une plaque d'identité. « Russe ?» demanda le sergent, surpris. Alexeï acquiesça. Ils l'emmenèrent dans un camp de personnes déplacées. Il y en avait des milliers. Français, Polonais, Allemands, Juifs. Tous mélangés. Alexeï s'assit dans un coin de la tente et mangea ses rations. Biscuits, conserves, chocolat. Pour la première fois en 4 ans, il mangea à sa faim. Et pour la première fois en 4 ans, il dormit sans cauchemar. Mais ce n'était que le début. Alexeï le savait. Les Américains ne le lâcheraient pas si facilement. Ils avaient conclu un accord avec Staline. Dans 1 mois, il se retrouverait dans un camp de détention du NKVD. Puis, un procès. Puis, 10 ans de cavale. Ou une balle. Il devait fuir plus loin. Où? En Amérique? Trop loin? Et si? Le Canada? Il en avait entendu parler par les Polonais du camp. Le Canada était un pays paisible, riche, loin de la guerre. Des réfugiés s'y étaient installés. Il ne les extradait pas. Alexis sourit pour la première fois depuis des années. Le Canada. Cela ressemblait à un conte de fées. Mais les contes de fées deviennent parfois réalité. Dans le camp, il se lia d'amitié avec un Lituanien nommé Juozas. Ce dernier avait travaillé comme traducteur pour les Allemands et vivait désormais dans la clandestinité. Juozas connaissait les itinéraires. Par Brême, il y a des bateaux pour l'Angleterre, puis d'Angleterre pour le Canada. La Croix-Rouge apporte son aide. Alexeï écouta. Il élabora un plan. 1 semaine plus tard, ils s'évadèrent. De nuit,
sous la pluie. Des gouttes glacées leur fouettaient le visage comme des balles. Mais les balles ne tuaient pas. Ils fuirent vers l'ouest, vers une nouvelle vie, ou vers la mort. Alexeï l'ignorait. Mais pour la première fois, il ressentit la liberté. Ils arrivèrent à Hambourg 2 semaines plus tard. La ville était en ruine, mais les ports étaient ouverts. Juozas trouva un contact, un capitaine norvégien qui transportait des réfugiés contre rémunération. 50 $. Alexei vendit sa montre, un pistolet pris au combat. Une autre bague, également prise au combat. Tout ce qui restait de la guerre. Le capitaine les embarqua. Un petit chalutier. 20 personnes dans la cale. L'odeur du poisson et la peur. 2 jours de tempête. Juozas mourut du choléra. Alexei survécut. Lorsque le navire jeta l'ancre à Terre-Neuve, il se tint sur le pont. Le vent de l'Atlantique lui fouettait le visage. Le Canada. Il était là. Novembre 1945. Terre-Neuve accueillit Alexei sous un vent glacial venu de l'Atlantique. Le port de St. John's bourdonnait de navires de guerre et de cargos déchargeant des caisses de munitions pour le théâtre d'opérations du Pacifique. La guerre contre le Japon n'était pas encore terminée. Alexei se tenait sur le quai, respirant l'air salé. 4 années de tranchées, de fumée et de sang derrière lui. Devant lui s'étendait une terre nouvelle, le Canada. Un pays qu'il ne connaissait que par les récits des Polonais et des Lituaniens dans les camps. Riche, calme, les gens sont gentils, mais froids. Alexei ajusta son vieux manteau, sous lequel pendait une flasque prise de force. Dans sa poche, 10 $, son dernier sou, son dernier espoir. Le douanier canadien, un homme roux d'une 30aine d'années, le regarda avec suspicion. « Russe » demanda-t-il en anglais. Alexei acquiesça et lui montra les papiers de la Croix-Rouge. Juozas, un Lituanien, était parvenu à les falsifier avant sa mort. Réfugié d'Allemagne, déserteur de l'armée rouge. Le douanier laissa échapper un petit rire, mais le laissa passer. Allez au centre d'accueil. Ils vous trouveront du travail. Alexei le remercia dans l'anglais approximatif que les Américains lui avaient appris dans un camp près de Berlin. Il longea la jetée en bois, avançant prudemment. Ses pieds gardaient encore en mémoire la boue berlinoise. Son cœur battait la chamade. Chaque patrouille, chaque regard était une menace. Le NKVD traquait les déserteurs partout dans le monde. L'extradition des réfugiés était monnaie courante. Le centre d'accueil était bondé. Ukrainiens, Baltes, Polonais et même quelques prisonniers de guerre japonais. Tous attendaient un visa, du travail, une nouvelle vie. Alexei reçut un chaudron de soupe fumante, des pommes de terre avec des morceaux de thon. C'était la première fois qu'il mangeait du poisson frais. La soupe sentait la mer et les oignons. Il s'assit dans un coin de la longue pièce et observa les alentours. Une femme, un enfant dans les bras, pleurait doucement. Un homme d'âge mûr, un ancien officier polonais, fumait une cigarette roulée à la main et parlait de la Sibérie. 3 ans dans les camps. Je me suis échappé par la Chine. Alexei écoutait en silence. Chacun avait son histoire. Chacun portait des cicatrices. Mais ici, dans cette froide province canadienne, les cicatrices commençaient à guérir. 3 jours plus tard, il fut envoyé à Montréal. Le train traversa forêt et lac pendant 2 jours. Alexei regardait par la fenêtre. Des pins à perte de vue, couverts de la première neige. Des ruisseaux gelés. Pas un seul village à des kilomètres à la ronde. Que c'est désert, pensa-t-il. En Russie, les forêts étaient denses.
mais il y avait toujours de la fumée qui s'échappait d'une cheminée et des aboiements de chiens à proximité. Ici, le silence régnait. Seul le cliquetis des roues et le hurlement du vent. Dans le train, il se lia d'amitié avec un Ukrainien nommé Ivan. Il s'était échappé d'un camp près de Lviv. « Staline va tous nous fusiller. Mieux vaut mourir de faim ici. » Ivan parlait français. Il avait travaillé sur des navires français à Odessa avant la guerre. Il apprit à Alexeï les mots « merci »,« douleur »,« froid »,« froid ». Alexeï se souvint immédiatement de ce mot. Montréal m'a frappé avec son odeur de charbon et de neige mouillée. Une ville perchée sur des collines, grise sous la fumée des usines. Les rues étaient animées, des francophones en manteaux et chapeaux, des anglophones en costumes de tweed. Les tramways tintaient, les vendeurs de journaux criaient la nouvelle de la capitulation du Japon. La guerre était finie. Le monde entier était en liesse. Alexeï se tenait à la gare, serrant contre lui un petit paquet. Un pardessus, 2 chemises, un couteau trophée. Ivan lui tapota l'épaule. « Allez, viens, je connais un endroit. » Ils passèrent la nuit chez la diaspora ukrainienne, dans une chambre exiguë, au-dessus d'une blanchisserie. Un matelas à même le sol, un poêle dans un coin, mais il y faisait chaud. Et il y avait à manger. Du pain et du saindoux. Le premier vrai repas depuis des mois. Le matin, Ivan l'emmena à l'usine. Le travail est simple. Faire la vaisselle. 25 centimes de l'heure. Alexeï accepta. Il ne demanda pas ce qui allait se passer ensuite. L'essentiel était de survivre à l'hiver. L'usine confectionnait des vêtements pour l'armée. Le bruit des machines à coudre, l'odeur de colle et de tissu. Le contremaître, un Français, nommé Pierre, lui montra les bassines remplies de vaisselle sale. « Lave », ordonna-t-il. Alexeï acquiesça et retroussa ses manches. L'eau était glaciale. Ses mains s'engourdirent en moins d'1 heure. Mais il lava. Il lava et pensa à sa mère. Était-elle vivante? Écrivait-elle? Ou était-elle déjà en Sibérie, à la recherche de son fils traître? La première semaine fut consacrée à la vaisselle et aux congères. Montréal se révéla rude. L'hiver nous tenaillait. La neige tombait à gros flocons. Le vent du Saint-Laurent nous glaçait jusqu'aux os. Alexeï dormait 6 heures par nuit et se contentait de pain et de margarine. Les week-ends, il allait à l'église ukrainienne. On y servait de la soupe et des journaux en russe. On y parlait des procès de Nuremberg, de la famine en Russie et des purges staliniennes dans l'armée. Alexeï lisait en silence. À l'église, il fit la connaissance de Piotr, un émigré russe des années 1920, un garde blanc. « Mon garçon, tu as échappé de justesse à la catastrophe. Encore 1 an, et toute l'Europe sera rouge. » Piotr travaillait comme cuisinier dans un restaurant. Il apprit à Alexeï à faire du bortsch. Au Canada, on adore la soupe, mais pas la nôtre. La soupe canadienne est consistante et simple. L'hiver 45-46 fut le plus froid depuis 20 ans, moins 35 degrés. Alexeï grelottait dans son manteau. Il acheta une vieille veste pour $2 dans une friperie. Il rapiéçait ses chaussettes au couteau. Mais il continua à travailler. En mars, il apprenait les rudiments du français. « Bonjour. Merci beaucoup. Combien ?»« Combien ?» Une question de survie. Ivan trouva un emploi dans le bâtiment. Ils louèrent une chambre pour $8 par mois. Les murs étaient fins, les voisins bruyants. Mais au moins, ils avaient un toit. Pour la première fois en 5 ans. Au printemps 1946, tout changea. Pierre, le contremaître,
appela Alexei dans l'arrière-boutique. « Tu fais du bon travail. Tu veux cuisiner ?» Alexei fut surpris. Cuisiner? Il ne savait faire que de la bouillie d'orge perlée et de la soupe de viande de cheval. Mais il acquiesça. Pierre sourit. « Viens à la cuisine demain. » La cuisine de l'usine était une longue pièce avec des fourneaux et des marmites. Le cuisinier était italien, Mario, gros et jovial. « Tu fais de la soupe, » dit-il, en désignant les pommes de terre et les carottes. Alexei coupait des légumes. La première soupe fut une soupe de pommes de terre et d'oignons. Les ouvriers la mangèrent avec appétit. Mario lui tapota l'épaule. « Bravo, Russo !» Russe. C'était son nom. Le Russo. Le premier compliment, après 5 ans de guerre et d'évasion. La cuisine devint sa maison. Alexei apprit vite. Mario lui montra comment braiser la viande et faire du bouillon. Pierre apporta des épices de chez lui. Goûte ça, du safran. Alexei le huma. L'odeur lui rappela l'Asie centrale. Dans l'armée, il avait mangé du pilaf à base de tripes de cheval. Ici, de la vraie nourriture. Dès l'été, il cuisinait pour 50 ouvriers. Soupe, ragoût, pâté à la viande. Son salaire était passé à 30 centimes de l'heure. Ivan était envieux. « C'est toi le patron maintenant. » Mais Alexei le savait. Ça ne durerait pas. Il lui fallait son propre endroit. Il lui fallait un lieu où il serait maître à bord. Montréal était en pleine effervescence. C'était l'essor de l'après-guerre. Les usines exportaient. Des milliers d'immigrants arrivaient. Des Ukrainiens ouvraient des boulangeries. Des Italiens, des cafés, des Chinois, des blanchisseries. Alexei se promenait au marché Jean Talon. On y vendait du poisson, du riz et des algues, des produits étranges. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il à un Chinois. « Du nori, pour les sushis. » Des sushis? Alexei en avait entendu parler à l'armée par des prisonniers japonais. Du poisson cru avec du riz. Les porcs épics en mangent, plaisantaient les soldats. Mais ici, à Montréal, les Chinois en vendaient aux Blancs. Alexei en acheta une poignée pour 10 cents. Il y goûta chez lui. Salé, caoutchouteux, étrange, mais intéressant. Été 46. Alexei économisait. 20 $ à la banque. Il rêvait de sa propre cuisine. Ivan buvait. Le chantier était épuisant. À quoi bon? De toute façon, il y a la déportation. Alexei n'écoutait pas. Il lisait les journaux. Les Canadiens raffolaient de la cuisine exotique. La cuisine chinoise était populaire. La cuisine japonaise, non. Le Japon était l'ennemi. Mais la guerre était finie. Le sushi aurait pu connaître un grand succès. Alexei se mit à expérimenter. Il fit cuire du riz au vinaigre. Il y ajouta du thon en conserve. Il l'enveloppa dans des feuilles. Ivan y goûta. On dirait du porridge au poisson. Mais il se resservit. À l'automne 1946, Pierre proposa un partenariat. « J'ai l'argent. Tu fournis le matériel. Ouvrons un boui-boui. » Alexei accepta. Ils trouvèrent un local, rue Saint-Denis, un petit sous-sol sous une pharmacie. Le loyer était de 30 $ par mois. Ils le rénovèrent eux-mêmes. Les murs furent peints en blanc. La table était faite de planches. Le poêle coûta 40 $. Le nom? Pierre rit. Le Russo Sushi. Alexei acquiesça. Le premier à Montréal. Le premier au Québec. Le premier pour lui. L'ouverture eut lieu le vendredi 19 octobre 1946. Premier jour, 3 clients, 2 étudiants et un Italien. Sushi au thon et au concombre. 25 cents la portion. Recette du jour, 2 $. Alexei faisait la vaisselle en souriant. C'était à lui, pas l'usine, pas l'armée, à lui. Le Canada lui avait donné sa chance.
Il l'avait saisi. Octobre 1946. La rue Saint-Denis, à Montréal, empestait l'humidité et la fumée de charbon. Le petit sous-sol de la pharmacie de Monsieur Leblanc avait été transformé en cuisine. Les murs, peints en blanc, avec un pot de peinture à $1,50, luisaient sous une ampoule sans abat-jour. Une longue table en planches de pin, clouées ensemble, servait à la fois d'établi et de comptoir. Le poêle était un vieux modèle en fonte, acheté $40 à un épicier italien. Il sifflait et crachait de la graisse, mais il chauffait efficacement. Dans un coin trônait un réfrigérateur, une merveille d'ingénierie américaine à $80, emprunté à 7% d'intérêt. À l'intérieur, des boîtes de thon, de concombres, de riz et un peu de maquereau fumé, achetés à un pêcheur du port. Alexeï Kovalev, ancien sergent-chef de l'armée rouge, désormais le Rousseau, se tenait près du poêle, un tablier déchiré, noué autour de la taille. Des mains habituées au PPSH et aux grenades découpaient habilement le poisson au couteau. Des tranches fines. Une précision au millimètre près. La guerre me l'avait appris. Pierre Leblanc, associé et contremaître de l'usine, était assis sur une caisse de pommes de terre, une cigarette Boyard à la main. « Tu es sûr qu'il mange ça ?» demanda-t-il en observant l'assiette de premier rouleau. Du riz, du thon, une fine lamelle de concombre, le tout enveloppé dans des feuilles noires de nori. Alexeï haussa les épaules. Les Japonais en mangeaient à l'armée. Ils aimaient ça. Pierre ricana. Les Japonais sont l'ennemi. Les Américains les bombardent. Qui mangerait du poisson cru ici? Alexeï ne protesta pas. Il doutait de lui-même. Mais il n'avait pas le choix. $20 en poche. Le loyer, 35 par mois. Le crédit pour le réfrigérateur, $8. Encore une semaine, et il serait à la rue. Il devait vendre. N'importe quoi. L'ouverture fut calme. Vendredi, 6 heures du soir. Il bruinait, mêlé de grésil. Le premier client était un étudiant de l'université McGill, un grand gaillard maigre portant des lunettes et un manteau de tweed. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en anglais, en touchant du doigt les rouleaux sous le cellophane. Alexei, dans un anglais approximatif avec un accent français, répondit « Sushi, japonais. » Bon. L'étudiant prit 3 pièces pour 25 cents. Il en prit une bouchée. Rite. Étrange, mais délicieux. Il paya et partit. Le deuxième client était un Italien, Mario, cuisinier à l'usine. Il apporta une bouteille de vin. « Bravo, Russo, du vrai !» Il mangea 5 rouleaux. Paya en petite monnaie. La troisième était une dame âgée francophone, la femme du pharmacien. « Qu'est-ce que c'est ?» tenta-t-elle. Cracha dans une serviette. « Poisson cru ?»« Non. » Elle partit en marmonnant des prières. La recette du jour fut de $2 et 75 cents. Après avoir déduit les courses, il lui restait $1 et 10 cents. Alexei a lavé le tableau, souriant. Le premier jour. Le premier client qui a payé sans se soucier du reste. Première semaine. 7 jours. 21 clients. Recette. $16 et 50 cents. Alexei a dormi 4 heures. Il a découpé du poisson jusqu'à s'en faire des ampoules. Il a fait bouillir du riz 200 fois. L'acide acétique lui a rongé les poumons. Pierre a gémi. On ferme. Ce n'est pas de la nourriture. Mais Alexei a tenu bon. Il a placardé des prospectus en français et en anglais. Le Rousseau Sushi, cuisine japonaise exotique. Des étudiants de McGill ont commencé à venir. Par curiosité. 10 cents le rouleau, un prix modique. Ils ont aimé. Comme à Tokyo, a plaisanté le grand Thomas. Il est devenu un habitué. Il a amené des amis. À la fin de la première semaine, 35 clients.
Pierre était surpris. Tu as peut-être raison, Rousseau. L'hiver 46-47 fut plus doux que le précédent. La neige fondit rapidement. Mais le gel persista. Alexei se leva à 5 heures du matin. Marché Jean Talon à 6 heures. Les Chinois vendèrent du riz à 900 la livre. Le paquet de Nora coûtait 1500. Le thon en conserve coûtait 20 la boîte. Le poisson frais était rare. Les pêcheurs prenaient de la morue et du maquereau, mais le saumon était rare. Alexei marchanda. Persuasif. Je reviendrai demain. Une autre livre. Les Chinois s'y étaient habitués. Ils appelaient ça du sushi russe. Il acheta une balance pour 3 $. Précise à l'once. La guerre lui avait appris à économiser chaque balle. Ici, chaque centime. La cuisine s'agrandit. Pierre engagea un menuisier, fils de pharmacien. Il construisit un comptoir pour 10 $ et le déjeuner. Le comptoir était en pin, lustré à la perfection. Dessus, une coupelle en verre de la pharmacie. 7 assiettes de petits pains. Prix, 3 petits pains. 25 cents, 5, 40 cents, 10, 75. Boisson, thé, 500, café, 10. Alexei cousit un tablier en toile de jute. Il écrivit le menu à la craie sur un tableau. Sushi russe, thon, concombre, œufs. Simple, authentique. La clientèle s'étoffa, étudiants, ouvriers, ménagères curieuses. En février, 50 clients par jour. Recette, 28 $. Bénéfice, 11 $ net. Pierre se tut. L'argent parle plus fort. Mais les problèmes commencèrent. La concurrence. Le restaurant chinois d'en face ouvrit des rouleaux de sushi au poulet. Le prix était de 15 centimes pour 3. Les étudiants s'y pressèrent. Alexei était furieux. Il fit des expériences la nuit. Il ajouta du wasabi, une pâte piquante achetée au magasin chinois. Il n'hésita pas sur le poivre. Les rouleaux devinrent plus épicés. Du vrai japonais, assurait-il à ses clients. Le wasabi fit fuir les enfants, mais les adultes continuèrent à revenir. Thomas, un étudiant, s'exclama « Vos sushis sont incroyables !» Rire. Mais c'était vrai. Les ventes augmentèrent. Les Chinois cédèrent. Ils retirèrent les rouleaux. Printemps 47. Le sous-sol est exigu. Les clients attendent dehors. Il pleut. Alexei décide d'agrandir. Il loue le rez-de-chaussée de la pharmacie. Pierre proteste. C'est trop cher. 50 $. Mais Alexei économise. 4 mois. 52 $ à la banque. Plus un prêt garanti par sa montre. Total. 70 $ pour le premier mois. Rénovation faite maison. Mur, papier peint à 8 $ le rouleau. 4 rouleaux. Étagère, faite de carton. Table, 4 pour 5 $. Chaise, 10 pour 2 $. Caisse enregistreuse, une boîte de conserve sous le comptoir. Électricité, lampe fluorescente, 25 $. Total, 180 $. Ces dernières économies. Le rez-de-chaussée ouvrit ses portes le vendredi 19 mai 1947. Publicité, dans la presse. Le Rousseau Sushi s'agrandit. Nouvelle carte. Prix, 20 centimes pour 3 rouleaux. Clientèle, 80 personnes. Recette, 34 $. Le premier soir, tout le monde était servi. Des étudiants chantaient. Des Italiens discutaient des recettes. Des Français commandaient du café. Alexei cuisinait sans relâche. Le riz cuisait. On découpait le poisson. On se brûlait les mains avec le vinaigre. Ils fermèrent à minuit. Bénéfice, 16 $. Pierre le serra dans ses bras. « Tu es un génie, Rousseau. » L'été 47 fut un tournant. Le sushi devint à la mode. Les étudiants de McGill en parlaient à leurs amis, qui en parlaient à d'autres. En juillet, on comptait 120 clients par jour. Recette, 60 $.
Bénéfice net, 32 $. Alexei embaucha un assistant, un Ukrainien nommé Misha, réfugié de Winnipeg. Misha faisait la vaisselle. Alexei cuisinait. Pierre tenait la caisse. Une famille. Un petit empire au sous-sol. Mais l'ombre du passé planait. À l'été 1947, le consul soviétique arriva à Montréal. Il recherchait des déserteurs. La diaspora ukrainienne murmura « Prends les faux papiers ». Alexei les prit, Piotr, un garde blanc, les falsifia. Alexei Kowalski, ukrainien de Galicie. Le consul passa devant lui. Il ne le reconnut pas. Mais Alexei ne se détendit pas. Chaque visage dans la foule était une menace. Chaque lettre, une dénonciation. Le Canada le protégea. Mais Staline n'oublia pas. À l'automne 1947, le Rousseau Sushi devint légendaire. La première critique parue dans le Montréal Star titrait « Un immigrant russe apporte l'exotisme japonais au Québec ». Les étudiants la découpèrent et l'affichèrent au mur. La clientèle s'accrut. Alexei acheta un deuxième réfrigérateur, un nouveau couteau, des épices, de la sauce soja de New York, 5 $ la bouteille, livrée par avion. Le luxe. Il écrivit à sa mère, vit à Prague. Vivante, au travail, je ne cherche pas. Pas de réponse. Peut-être n'avait-il pas reçu sa lettre? Peut-être n'était-elle plus de ce monde. La première année était terminée. Revenu, 2 400 $. Net, 1 200. Alexei s'acheta un costume. Le premier de sa vie, noir, en laine, 25 $. Il le porta à l'église. Les Ukrainiens murmuraient « Le millionnaire du sushi !» Il rit. Millionnaire? Non. Réfugié? Mais libre? Le Canada lui avait donné une chance. Il la tenait d'une main de fer, comme on tient un fusil aux abords de Berlin. Hiver 47. La neige recouvre Saint-Denis. Il fait chaud au Rousseau Sushi. L'air embaume le riz et la mer. Les clients rient. Alexei tranche du saumon. Finement. Régulièrement. Ses mains ne tremblent pas. La guerre est finie. Une nouvelle vie commence. Mais il le sait. Le passé le hante. Sans cesse. Hiver 1947. Montréal était enseveli sous la neige. La rue Saint-Denis se transformait en tunnel blanc. Des congères jusqu'à la taille. Le vent du Saint-Laurent hurlait comme une sirène d'usine. Le Rousseau Sushi brillait. La nouvelle enseigne, en néon, verte et rouge, comme le drapeau japonais, avait coûté 150 $. Installé par un Italien, Giovanni, pour la bière et les sushis, il faisait chaud à l'intérieur. Ça sentait le riz, le wasabi et la sauce soja piquante. 24 chaises, 8 tables. Le réfrigérateur bourdonnait, rempli de saumon de Terre-Neuve, de thon en conserve et de crabes de Californie. Alexei Kovalev, 30 ans, se tenait derrière le comptoir. Costume noir, tablier blanc, cheveux peignés, un sourire aux lèvres. Le Rousseau, le roi du sushi. Mais son regard était méfiant, toujours. Les affaires prospérèrent. En décembre, 180 clients par jour. Recette, 80 $. En janvier, 210. En février, 250. Les étudiants de McGill affluaient, les professeurs aussi. Des Italiens des usines, des Français des bureaux, même des immigrants juifs avec enfants. Tout le monde mangeait, tout le monde encensait. « Je n'ai jamais rien goûté de pareil », s'exclama le docteur Levy, le dentiste du cabinet d'en face. Il apporta du vin, rouge, italien. Alexei refusa. Du thé seulement, du café, propreté, discipline. L'armée le lui avait inculqué. Première table, premier couteau. Propre, tranchant, comme une baïonnette. Pierre Leblanc devint associé. Un associé à part entière, à parts égales. Il tenait la caisse, commandait le riz, payait la facture d'électricité.
Tu es un génie, Alexei. Un deuxième magasin en un an. Alexei acquiesça. Mais ses pensées étaient ailleurs. Des lettres, des rumeurs. La diaspora ukrainienne à l'église Saint-Vladimir bruissait de bruit. Le consul soviétique recherche des fugitifs. Le NKVD à New York. Des empreintes digitales. Alexei ne dormait plus la nuit. Il fumait près de la fenêtre. Il contemplait la neige. Il se souvenait de Berlin, de l'exécution de Petrov quelques heures plus tard, du lieutenant près de Kharkov. Ils seront tous fusillés. Il changea de nom. Alexei Kovalski, ukrainien. De faux papiers de Pierre le garde blanc. Mais la voix, l'accent, russe jusqu'à la moelle. En mars 1948, cela se produisit. 2 hommes entrèrent à l'heure du déjeuner. Veste, chapeau, certains avaient des visages russes, d'autres canadiens. Ils s'assirent près de la fenêtre. Commandèrent un café. Ils le regardèrent. Alexei le sentit. Son cœur se serra. Ses mains tremblaient. Mais il s'approcha. « Bonjour, messieurs. Sushi ?» L'un d'eux, grand, aux cheveux gris, sourit. « Non, un café. Êtes-vous russe ?» Un accent moscovite. Clair. Alexei se figea. « Ukrainien. De Galicie. » L'homme aux cheveux gris rit. « Galicie ? Et je reconnais le PPSH. Quel calibre ?» Alexei pâlit. « Je ne sais pas. Je suis cuisinier. » Le second, jeune, avec une montre Raketa au poignet, se pencha. « Où avez-vous servi ? Dans une division ?» Alexei se tourna vers le fourneau. « Je préparais des sushis. » Son cœur battait la chamade. PPH. Calibre. 762. 132e division. Ils savent. Les hommes finirent leur café. Ils partirent. Ils laissèrent 20 centimes. Alexei ferma les lieux pendant une demi-heure. Il appela Piotr. Ils étaient là. Ils cherchaient. Piotr jura. NKVD. Fuyez. À Toronto. Mais fuir? Il avait investi 4 000 $ dans cet endroit. 2 000 nets. Emprunt. Loyer. Famille? Pas de famille. Juste du sushi. Alexei décida de se battre. Il acheta un pistolet. Un Walter de prise à un courtier portuaire. 25 $. Il le cacha sous le comptoir. Il le nettoyait la nuit. De l'huile. Un chiffon. Comme à l'armée. Ils ne me prendront pas vivant. Les jours passèrent. Les clients n'y prêtaient pas attention. Thomas, étudiant, se défendit. « Mon sushi est le meilleur. » Il apporta des livres. Sur le Japon, sur le riz. Alexei lisait, étudiait. Nouveau menu. Nigiri. Poisson, sur une boulette de riz. Wasabi par-dessus. Prix, 35 centimes. Un succès. Le docteur Lévy en commanda 10. Bon pour le cœur. Les Italiens se demandèrent, est-ce vrai ou pas? Mais ils mangèrent. Activité, 300 clients par jour. Recette, 120 $. Pierre s'acheta une voiture, une Ford noire. Il se vanta. Millionnaire du sushi. Mais l'ombre s'étendait. Avril. Le journal Pravda, à la bibliothèque de l'église. Article. Les déserteurs de l'armée rouge sont complices de l'impérialisme. Photo. Pas celle d'Alexei, mais similaire. Piotr dit, il fouille les bases de données, les empreintes digitales. Alexei se souvint. En 1941, ils avaient pris les empreintes digitales, lors de la conscription, de tout le monde. Le Canada n'avait pas extradé. Mais la pression montait. Le consul appela le maire. Citoyens soviétiques. Les Ukrainiens protestèrent. Ils écrivirent à Ottawa. Réfugiés politiques. Alexei garda le silence. Il travaillait. Il coupait. Il faisait bouillir. Mais il dormait avec un pistolet sous son oreiller. Mais, point culminant. Vendredi. Heure de pointe. 400 clients. File d'attente jusqu'à la porte. 2 personnes revinrent. Un homme aux cheveux gris, jeune. Avec eux, un 3e. Un policier canadien. Uniforme. Rayures. L'homme aux cheveux gris présenta sa carte d'identité. Consulat soviétique.
Cet homme est Alexeï Kovalev, déserteur. Le policier fronça les sourcils. Des papiers? Alexeï s'approcha. Ses mains étaient calmes. Sa voix était ferme. Alexeï Kowalski, ukrainien, réfugié. Il montra les papiers. L'homme aux cheveux gris sourit. Mensonge. Nous allons vérifier ses empreintes digitales. Le policier soupira. Il n'y a pas d'extradition au Canada, seulement un procès. Le jeune homme s'emporta. C'est un traître, un criminel soviétique. La pièce se figea. Les clients observaient. Thomas se leva. Il est à nous. Le Russo. Docteur le vit. Citoyen canadien. Les Italiens s'agitèrent. Le policier leva les mains. Du calme. J'appelle le poste. Sedoï lança un regard noir à Alexeï. Tu ne peux pas te cacher. Staline n'oublie rien. Ils partirent. Les clients applaudirent. Bravo, Russo! Alexeï s'inclina. Mais à l'intérieur, un froid glacial régnait. Ils reviendront. Avec un mandat. Avec des empreintes digitales. Il faut agir. La nuit passa. Alexeï ne dormit pas. Il compta son argent. 4 800 $. Il acheta un billet. Toronto, dans une semaine. Mais Pierre lui dit « Ne t'enfuis pas. On va t'aider. » Les Ukrainiens collectèrent 500 $. Ils rédigèrent une pétition. 100 signatures. Le Russo est notre homme. Le lendemain matin, un avocat. L'Irlandais, M. O'Reilly. De l'argent juif. 25 $. La défense. La première audience eut lieu dans 3 jours. Le juge était anglais. Sévère. Ce vieil homme aux cheveux gris montra une photo prise à Moscou. Déserteur. Armée rouge. O'Reilly sourit. Réfugié du totalitarisme. Le Canada, c'est la liberté. On prit ses empreintes digitales. On les compara. Correspondance. La salle d'audience retint son souffle. Mais O'Reilly, les papiers sont authentiques. Galicie, Ukraine. Le juge a rendu son verdict. Détention provisoire sous assignation à résidence. Enquête complémentaire. Sedoï était furieux. Staline l'exige. Le juge, d'un ton glacial, a rétorqué « C'est le Canada qui décide ». Alexeï est sorti. Libre. Les clients l'attendaient à la porte. Ils l'ont embrassé. Sushi gratuit. Ce soir-là, un record. 500 clients. 210 $ de recettes. Pierre s'est écrié. « On a gagné !» Non, la guerre n'est pas finie. Seul le terrain a changé. Été 1948. Le procès s'éternisait. Pétition. Témoin. Docteur Levy. Il nourrit la ville. Thomas. Une contribution culturelle. Ukrainien. Le salut face aux bolcheviks. Le NKVD faisait pression. Par l'intermédiaire du consul. Par l'intermédiaire d'Ottawa. Mais le Canada tenait bon. La guerre froide avait commencé. La doctrine Truman. L'URSS, l'ennemi. En août, le verdict. Réfugiés politiques. Citoyenneté dans 5 ans. Sedoï s'envola pour Moscou. Alexeï resta. Le Russo sushi devint un symbole. Le Russe qui a vaincu Staline, le sushi. Automne. Les affaires ont décollé. Nouvelle équipe. Misha est second de cuisine. Giovanni s'occupe des livraisons. Pierre est gérant. Un deuxième restaurant est en projet. Toronto. Alexeï a écrit à sa mère. Via Londres. Vivant. Libre. Je mange des sushis. La réponse est une carte postale. Mon fils. Je suis vivant. Je suis fier. Une larme a coulé sur le riz. Il l'a essuyé. Il a continué à trancher. Finement. Régulièrement. Le Canada sauvé. Il le remboursera. Des sushis. Pour tous. L'hiver était de retour. La neige scintillait sous les néons. Le Russo Sushi est un phare. Il est chargé d'histoire. Réfugié. Déserteur. Chef. Vainqueur. Alexeï se tenait près de la fenêtre, contemplant Montréal. « Merci », murmura-t-il. « Le passé est révolu.
L'avenir est devant lui. Un couteau à la main. Été 1949. Montréal scintillait sous le soleil. La rue Saint-Denis grouillait de monde. Les tramways tintaient. Les ouvriers, chemises retroussées, se hâtaient de déjeuner. Le Rousseau Sushi était devenu une légende, plus qu'un simple boui-boui, un phénomène. La file d'attente serpentait de la porte jusqu'au coin de la rue. 150 personnes à l'heure de pointe. Étudiants, médecins, avocats, épouses de riches de l'ouest de Montréal. Tous venaient pour les sushis. Pour le riz au poisson cru, qu'un an auparavant, on appelait « nourriture pour chat ». Alexei Kovalev, alias Le Rousseau, se tenait derrière le fourneau. Casquette blanche, manches retroussées, le couteau fendait l'air, 20 rouleaux à la minute. Ses mains étaient comme une machine, la précision d'un tireur d'élite. La guerre le lui avait appris. Mais maintenant, il combattait la faim, pas les gens. L'affaire a explosé. Revenu, $400 par jour, 250, net. 75 000 $ de chiffre d'affaires pour l'année. 37 500, net. L'argent coulait à flot. Pierre Leblanc, l'associé, s'est acheté une deuxième Ford, rouge. Le salaire, $100 par semaine. Misha, le second de cuisine, s'est marié. Un mariage dans une église ukrainienne, sushi offert. Giovanni, l'italien, effectuait les livraisons à vélo avec un panier. 50 commandes par jour. Bureau, théâtre. Même la mairie. Alexei a embauché 6 personnes. La cuisine était une véritable caserne. Discipline, propreté, coupure au millimètre près, riz chaud, nori sec. Il vérifiait personnellement. Chaque rouleau, chaque jour. La réputation grandit. La Gazette, le Rousseau Sushi, le succès exotique de Montréal. Photo d'Alexei avec un couteau, souriant. Titre: Un chef russe conquiert le Québec. Les étudiants de McGill formèrent un club, la Société de Sushi. Réunion le mardi. 10 rouleaux pour devenir membre. Thomas, un ancien étudiant longiligne, maintenant diplômé, rédigeait une thèse. La cuisine japonaise dans un contexte nord-américain. Citant Le Rousseau. Le docteur Lévy ouvrit un cabinet dentaire. Le sushi est bon pour les dents, plaisantait-il. Les Italiens débattèrent des recettes. Plus de wasabi. Les Français réclamèrent du vin. Alexei refusa. Uniquement du thé vert. L'hygiène avant tout. Mais Alexei ne se laissa pas aller. Le NKVD se tut. La guerre froide arrangea les choses. Truman déclara l'URSS ennemie. Le Canada suivit. Les réfugiés sont des héros. La citoyenneté lui fut accordée rapidement. 1949, officiellement canadien. Alexei Kowalski. La nuit, il fumait à la fenêtre. Il regardait le port. Des navires venant d'Europe. Maman est-elle vivante? Pas de lettres. Via Londres, via Prague. Le silence. Il acheta une maison, en briques, 3 pièces, Saint-Laurent, 50 000 $. Comptant. Meubles, simple. Une table, un lit, une armoire, des couteaux au mur, comme des médailles. La première, japonaise. En acier, Tamahagan, 100 $, de New York. La deuxième, prise, allemande, de Berlin. La troisième, un cadeau de Pierre, canadien, pour la victoire sur Staline. L'expansion a commencé. Deuxième magasin, Ottawa. Associé, Stepan, un Ukrainien, de Winnipeg. Ancien officier, de l'UPA. Connaissait la cuisine japonaise. Il a combattu les Américains dans le Pacifique. Financement, 20 000 $ d'Alexei. Loyer, 4 000 $ par an. Réparation, 10 000 $. Personnel, 8 personnes. Ouverture, octobre 1949. Succès immédiat. Politicien, diplomate. Journaux. Le sushi arrive dans la capitale. Recette, 200 $ par jour. Stepan a appelé. Alexei, tu es un visionnaire. Troisième magasin. Toronto. Quartier chinois.
Associé, Li Wang, un Chinois. Connaissait le Nora et le wasabi. Financement, 30 000 $. Ouverture, janvier 1950. Les Chinois, les Blancs et les Juifs ont tous mangé. Recette, 350 $. L'Empire s'est développé. En 1950, il y avait 4 magasins. Revenus, 100 000 $ par an. Bénéfice net, 62 000. Alexei a acheté un camion frigorifique, livraison de poissons, un contrat direct avec Terre-Neuve, saumon frais, voyage personnel. Les pêcheurs connaissaient sushi russe. Ils accordaient une réduction. Importé du Japon. Sauce soja. Riz Kitibai. Poudre de wasabi. Via Vancouver. Frais de douane, 10%. Mais la qualité était japonaise. Alexei a pris l'avion. Première fois. Effrayant. Mais nécessaire. Le sushi exigeait la perfection. De la famille? Non. Il y a eu des femmes. Marie, une serveuse française. 2 mois. Elle est partie. Tu es comme un soldat. Tu ne penses qu'au sushi. Olga, une Ukrainienne. 1 an. Elle a épousé un ingénieur. Alexei ne l'a pas gardé. Je suis un réfugié. Ma femme, c'est le travail. Des enfants? Non. Il allait à l'église. Il priait pour sa mère. Pour le village près de Voronezh. Des Ukrainiens l'appelaient. Alexei, marie-toi. Il souriait. Les sushis, c'est les enfants. La nuit, la solitude. Il fumait. Il pensait à Berlin, à Vitka, à Petrov. J'ai survécu. Pourquoi faire? 1950. L'essor du sushi. Radio canadienne. Interview. Des tranchées de Berlin au couteau à sushi. Des millions d'auditeurs ont écouté. Les lettres ont afflué. Merci pour ce goût de liberté. De réfugiés, de vétérans, d'étudiants. Alexei a répondu. À chacun. Avec un stylo. Importé de Tokyo. Par avion. 1 000 $ le vol. Mais la qualité. Nigiri. Sashimi. Tempura. Nouvelle carte. Les prix ont grimpé. 5 rouleaux. 50 cents. Nigiri. 1 $ pièce. Les clients ont payé. Le luxe. La concurrence s'est réveillée. Les Japonais sont arrivés. Du vrai sushi. Directement de Tokyo. Ils ont ouvert à Toronto. Du sushi authentique. Les prix sont 2 fois plus élevés. Alexei n'a pas eu peur. Nous, c'est du sushi canadien. Simple. Copieux. Abordable. Le wasabi est plus ferme. Le riz est plus sec. Le saumon est plus épais. Les Canadiens ont adoré. Les Japonais sont partis. Le 2e restaurant a fermé. Alexei l'a racheté. Il y a maintenant 5 succursales. Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver. La chaîne, le Rousseau Sushi. Chiffre d'affaires, 200 000 $. Bénéfice net, 131 000 $. 1951. Le point culminant. Une invitation à Ottawa. Le ministre du Commerce. Monsieur Kowalski, vous êtes un immigrant modèle. Une poignée de main. Une photo. Les journaux. Le millionnaire du sushi, venu de Russie. Alexei en costume. 100 $. De la laine. Une cravate. Première apparition publique d'Alexei Kovalev. Pas de Kowalski. C'est vrai. Les clients applaudissent. Les Ukrainiens crient. Nous avons gagné. L'hiver est de retour. La neige. Le Rousseau Sushi, partout au Canada. 50 employés. 10 chefs. Formation. Couteau. 1 mm. Riz. 7 minutes. Discipline. Comme une armée. Mais sans le sang. Alexei se tenait sur le balcon de sa maison. Il contemplait Montréal. La ville scintillait. Les sushis brillaient encore plus. « À vous », murmura-t-il. « À Vitka, à Petrov, à sa mère. Le Canada a donné naissance. Il a bâti un empire. À partir de riz et de poissons. L'été 1952. Montréal était en feu. L'asphalte de la rue Saint-Denis fondait sous nos pas. Le Rousseau Sushi était devenu un empire. 7 succursales, de Vancouver à Québec. Chiffre d'affaires, 300 000 $ par année. Bénéfice net, 187 000 $. Alexei Kovalev,
40 ans, se tenait près de la vitrine du magasin phare. Un costume sur mesure, 200 $. Une Rolex, 500 $. Ses cheveux grisonnaient. Son visage était sévère, mais ses yeux souriaient. Des couteaux dans un étui, venus de Tokyo. 1000 $. Une collection. Un empire. D'un sous-sol loué pour 30 $ à une chaîne connue à Ottawa. Le ministre du Commerce l'avait invité à venir visiter les lieux. Les journaux titraient « Le sushi est le roi du Canada ». Mais à l'intérieur, il y avait un vide. La guerre était terminée depuis 17 ans, et les blessures n'étaient pas cicatrisées. L'entreprise était une machine bien huilée. Pierre Leblanc était vice-président. Il gérait les finances. Il roulait en Cadillac. 4 000 $. Misha était le second de cuisine. Il formait les cuisiniers. Giovanni était responsable de la logistique. Camion frigorifique. Poisson de Terre-Neuve, à la tonne. Riz de Californie, par sac de 50 kilos. Wasabi du Japon, par avion entier. Un contrat avec Japan Airlines. L'école de cuisine, le Rousseau, à Montréal. Des cours à 300 $. Des élèves des États-Unis, d'Europe. Apprenez du maître. Une publicité dans le New York Times. Alexei enseignait personnellement. Un couteau est le prolongement de la main. Le riz est l'âme du sushi. Discipline, comme à l'armée. Mais sans juron, sans effusion de sang. La famille s'agrandit, pas par le sang, mais par les affaires. Pierre se remaria, avec une Française. 2 enfants, baptisés dans une église catholique. Sushi offert au mariage. Misha, 3 enfants. École ukrainienne. Giovanni, une famille italienne. 10 bouches à nourrir. Tout le monde mangea du sushi. Alexei devint le parrain du fils de Misha. Église Saint-Vladimir. Parrains et marraines, sushi. Tradition. Les Ukrainiens l'appelaient Alexei, notre millionnaire. Il distribuait 100 $. À tous. À Pâques. À Noël. Montréal adorait le Rousseau. Fête, sushi pour les pauvres. 1000 portions. Gratuitement. Les journaux titraient « Le roi » avec un grand R. Le menu a évolué. California Roll, avocat, crabe, concombre. Un succès. Dragon Roll. Anguille, concombre, caviar, fusion. Canado-japonaise. Prix, 1 $ le rouleau. Nigiri, 2 $. Sashimi, 3 $. Combo, 10 $. Les clients payaient. Luxe, nouvelle boutique, New York, Manhattan. Associé, un juif de Brooklyn. Investissement, 50 000 $. Ouverture, novembre 1952. Le maire a appelé. Les stars hollywoodiennes ont dîné. Photo dans le magazine Life. Le sushi arrive en Amérique. Chiffre d'affaires, 800 $ par jour. L'Empire a franchi la frontière. Mais des fissures apparurent. La concurrence. Les Japonais revinrent, de vrais maîtres, venus de Tokyo, avec un accent, avec une philosophie. Du sushi authentique, pas canadien. Les prix doublèrent, mais la qualité. Des tranches plus fines, du poisson plus frais. Les clients partirent. Le Rousseau, c'est de la production de masse, c'est de l'art. Alexei était furieux. Il ajouta un spectacle. Les chefs faisaient frire des tempuras sous nos yeux. Ils découpaient le saumon comme dans un cirque. Mais les Japonais tinrent parole. Qualité. Silence. Honneur. Les étudiants de McGill débattaient au club. Thomas, maintenant professeur, écrivait des articles. Le Rousseau, contre la tradition. Alexei lisait. Il restait silencieux. La guerre lui avait appris. Ne pas discuter avec les forts. Problèmes familiaux. Pierre s'est enivré. Vin cher. Casino. 10 000 perdus. Alexei, au secours. Un prêt. Alexei a accordé. Pour la dernière fois. Mais Pierre a continué. Une femme. Jeune. Parisienne. Elle est partie avec l'argent. Divorce. 20 000. Pierre a crié. C'est fini.
Alexei l'a renvoyé. Discrètement. À la maison. Chez moi. Pierre est parti pour Québec. Le téléphone est resté muet. Misha s'est remarié. Dispute. Les enfants pleuraient. Giovanni a eu un accident. Un camion. Il a eu la jambe cassée. L'assurance. Rien. Alexei a payé l'hôpital. 5 000. Santé. Alexei toussait. La nuit. Du sang dans la bouche. Cigarette. Un paquet par jour. Guerre. Stress. Le docteur Lévy dit. Poumon. Cancer. Radiographie. Normal. Mais bronchite. Chronique. Arrêtez de fumer. Alexei arrêta. Mâcher du chewing-gum. Mais les nerfs. Ils oublièrent le NKVD. Mais les rêves. Berlin. Vitka. Petrov. Mère. Pas de lettres. Une carte postale de Prague. 1951. Vivante. N'écrivez pas. Puis, le silence. Morte? Alexei engagea un détective. 100 $. Voronezh. Ferme collective. Aucune trace. Il le savait. Le NKVD la surveillait. Ou elle était simplement morte. Faim. Maladie. Guerre. 1953. Crise. Inflation. Le prix du poisson a doublé? Celui du riz a augmenté d'un tiers? Les salaires ont grimpé? Les impôts, Ottawa, étouffent? Les recettes ont chuté. Résultat net, 100 000 $. Moins 20%. Les Japonais ont ouvert 10 succursales. Les Chinois, Sushi Fusion. Bon marché. Grand public. Le Russo, moyen. Les clients se plaignaient. C'était meilleur avant. Alexei a changé le menu. Sandwich tempura. Burger sushi. Hybride. Les Canadiens en ont raffolé. Mais l'âme avait disparu. Le marché de masse l'a tué. Personnel. Femme. Maria. Brésilienne. Danseuse. Rencontrée dans un restaurant. Regard brûlant. Danse passionnée. Amour. Première fois. 1 an. Sexe. Rire. Enfant? Non. Je suis libre. Maria est partie. Pour New York. Avec un acrobate. Alexei a bu. Du vin. Le premier depuis des années. Sobre depuis 20 ans. Il a pleuré. À l'église. Seigneur, pourquoi? Prêtre. Sushi est votre femme. C'est vrai. 1954. Automne. Les Japonais ont racheté un concurrent à Manhattan. Prix bas. Star d'Hollywood. Le Russo a fermé ses portes. Perte, 30 000. Toronto. Grève des cuisiniers. Misha est renvoyé. Le nouveau chef est japonais. Cher. Mauvais. Les clients sont partis. Chiffre d'affaires. 10%. Fiscalité. Vérification. Ottawa. Illégal? Non. Citoyenneté. Mais l'amende est de 5 000. Alexei a vendu sa maison. Il a déménagé dans un appartement. Exigu. Seul. Hiver. Neige. Le Russo Sushi. 4 points. Survie. Alexei coupa. Moins de sourire. Plus de fatigue. La toux revint. Du sang. Docteur Lévy. Sanatorium. Montaigne. Non. Travail. L'empire se fissurait. Mais il tenait bon. Je survivrai. Murmurait au couteau. Comme une baïonnette. La guerre enseignait. Automne 1955. Montréal est grisâtre sous la pluie. Le Russo Sushi. 3 adresses. Montréal, Ottawa, Vancouver. Les autres ont fermé. Les pertes s'élèvent à 100 000 $. Alexei Kovalev, 42 ans, retourne au sous-sol de la rue Saint-Denis, le premier restaurant. Le cœur de l'établissement. Les murs ont jauni, les néons vacillent, mais il y a la queue. 70 clients, des habitués, des étudiants, fidèles. On se souvient de votre premier rouleau. Alexei sourit. Vraiment. Les racines. La simplicité. Retour aux sources. Le menu a été simplifié. Rouleau de thon. Concombre. Saumon. Nigiri. Pas de fusion. Pas de spectacle. Les prix sont les mêmes qu'en 1947. 25 cents pour 3. Les clients sont de retour. Le vrai le Russo. Les Japonais? Tant pis. Ils ont l'élite. Alexei a le peuple. Le chef, Misha, est de retour. Il a effacé les dettes. Frère. Giovanni est en béquille. Mais la livraison est assurée. Pierre a écrit « Désolé. À Québec. » Alexei a répondu « Revenez.
Santé, sanatorium, 2 mois, air pur, lait, sommeil, la toux a disparu. J'ai repris 5 kilos. Je suis de retour. Des forces. Détective, nouveau. Maman est vivante. Voronège, handicapé, ferme collective. Alexei a envoyé de l'argent, par l'intermédiaire de l'église. 50 $ par mois. En secret. NKVD? Peu importe. Elle est vivante. Larmes. Pour la première fois depuis des années. 1956. Renaissance. Priorité à la qualité. Poisson, uniquement frais. Riz, kitty buy. Couteau, affûté quotidiennement. Formation, rigoureuse. Cours. Le Rousseau, d'élite. 500 $. Maître venu du Japon. Contrat. Échange. Alexei s'est envolé pour Tokyo. Première visite. Sakura. Temple. Maître sushi. Banzai. Respect. Vous avez introduit le sushi au Canada. Certificat. Honorifique. La chaîne s'est stabilisée. Le bénéfice net était de 80 000 $. Pas des millions. Mais de quoi vivre. Nouveau partenaire. Le japonais Hiroshi. De Tokyo. Sous-chef. Ensemble. Le Rousseau Hiroshi Sushi. Une fusion d'âme. Authenticité et générosité canadienne. Les clients ont applaudi. Les Japonais ont été respectés. La concurrence a capitulé. Personnel. Amour. Anna. Ukrainienne. Veuve. 2 enfants. Église. Calme. Chaleureux. Mariage. 1957. Sushi. Bortsch. 100 invités. Enfants. Les siens. Fils. Alexei Junior. Fille. Maria. Maison. Neuve. Saint-Laurent. 7 pièces. Jardin. Empire. Famille. 1965. Montréal célèbre son centenaire. Le Rousseau Sushi. 15 succursales. Partout au Canada. Aux États-Unis. Chiffre d'affaires. 1 million de $. Alexei. 52 ans. Cheveux gris. Mais le couteau est toujours aussi précis. La famille. Le bonheur. Les enfants à l'école. Anna. L'âme. Misha. Le directeur. Hiroshi. Le chef consultant. Pierre est de retour. Retraité. Consultant. Critique. Livre. Le roi du sushi. Des tranchées soviétiques aux assiettes montréalaises. Meilleure vente. Film de Radio-Canada. Documentaire. Nomination aux Oscars. Prix. Ordre du Canada. Pour sa contribution à la gastronomie et à l'immigration. Signature de la reine. Ma mère est décédée. 1964. Lettre de Voronège. À la mémoire de mon fils. L'argent est arrivé. Alexei a pleuré. La tombe est neuve, en granit. De la part de mon fils. Les enfants. Alexei Junior est cuisinier. Maria est gérante. Discipline. Comme grand-père. L'Empire leur appartient.